Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. Jusqu'ici, j'ai surtout parlé de séries américaines, japonaises ou adaptées de contes danois. La seule fois où j'ai parlé de la France, c'était pour une coproduction avec l'Italie et le Canada. Et c'est bien dommage, car malgré ce que peuvent en dire les snobs, la France a une production animée très prolifique qui a beaucoup impacté le reste du monde à plus ou moins grande échelle. Mais on préfère la reléguer en arrière-plan par rapport à une énième comédie droitarde, / adaptation de BD indigne des pires cosplays de l'Animasia, / drama de balle. Pour le pays de Michel Oslo, de Jules Verne et des studios Ankama, c'est horriblement déprimant. On va donc tenter de se consoler avec un peu de chauvinisme nostalgique. Et pour ça, rien de mieux que la série qui a fait les beaux jours de France 3 et Canal+. Tous avec moi. Pour celles qui ont chanté, y a pas de quoi. Et celles qui peuvent plus se la retirer de la tête, nananananer. Donc, Code Lyoko est une série d'animation française de 97 épisodes répartis en 4 saisons, diffusée pour la première fois entre 2003 et 2007. Si la série est réalisée par Jérôme Mouscadet et principalement écrite par Sophie de Croisette, le projet vient au départ de Thomas Romain et de Tania Palumbo, qui réaliseront tout d'abord un court-métrage anglais intitulé Garage Kids pour leur fin d'études à l'école des Gobelins. Le film sera présenté au festival d'Annecy en 2000, puis acheté par Antefilm pour devenir une série. Mais les frères Di Sabatino, qui dirigeaient la boîte à l'époque, voulaient développer l'aspect jeu vidéo bien distinct de la réalité et surtout la rendre bien épisodique afin de pouvoir la diffuser n'importe quand. Tous ces désaccords mèneront Thomas Romain à quitter le projet pour partir faire Open Star Racer pour Savine Yetman Eiffel. Mais pour des raisons légales, son nom et celui de Tania Palumbo resteront associés à la direction artistique et à l'élaboration de la bible graphique de ce qui deviendra Code Lyoko. Pour celles qui ne le savent pas, une bible graphique est un document qui rassemble tous les éléments visuels nécessaires à l'élaboration d'une BD, d'un jeu vidéo, d'un film ou d'une série. Ça inclut l'apparence globale des personnages, leurs expressions, les designs des créatures, l'architecture des bâtiments, les décors naturels, les cycles jour-nuit selon la météo, et parfois des exemples de mouvements image par image ou des effets spéciaux type fumée ou boule de feu pour les équipes d'animation. Et cela depuis les tout premiers croquis jusqu'aux choix finaux pour chaque élément, accompagnés de planches de référence. C'est un des documents les plus importants d'une production audiovisuelle avec la Bible littéraire qui regroupe tout ce qui touche à l'aspect narratif du projet. En parlant de narration, celle de Code Lyoko tourne autour de 4 collégiens. Jérémy l'Intello, Ulrich le Ténébreux, Odd le Rigolo et Yumi la Cool. Ces gamins semblent tout à fait normaux, si ce n'est qu'ils ont découvert un super ordinateur et des scanners cachés dans une usine près de leur bahut. Le dit super ordinateur a ça de particulier qu'il renferme dans ses cartes mémoire un monde virtuel dénommé Lyoko, et que sur Lyoko, il existe 2 IA. Une sans visage, semi-consciente et peu amicale du nom de Xana, qui cherche à détruire l'humanité via les structures électriques et informatiques à travers la planète. Mais comme il est prisonnier de l'ordinateur, il ne peut agir sur notre monde qu'en activant les tours éparpillées un peu partout sur Lyoko et qui servent de point de passage. Par chance, la seconde IA est une gentille elfette à cheveux roses prénommée Aelita. Cette dernière a le pouvoir de désactiver les tours en entrant le mot de passe qui donne son nom à la série. Hélas, Aelita n'a aucun pouvoir offensif, ou du moins dans les 2 premières saisons, et sert donc de victime absolue pour le bestiaire des monstres créé par Xana, pour protéger ses tours et détruire le monde tranquille. Pour éviter ceci, nos 4 héros doivent régulièrement se rendre dans l'usine pour entrer dans les scanners et se faire virtualiser sur Lyoko pour escorter Aelita en toute sécurité jusqu'à la tour activée de l'épisode. Le tout se faisant sous la tutelle de Jérémy, qui guide ses amis par un terminal. Et pour éviter que les gens ne se posent des questions sur les catastrophes qui se produisent en ville, nos héros ont accès à l'outil de Redcon ultime, tous en cœur, retour vers le passé, qui, comme son nom l'indique, permet de revenir avant l'attaque, qui donc ne se produit pas, et où personne à part les héros ne se souvient de ce qui s'est passé dans la ligne temporelle précédente. Rincer et répéter jusqu'à ce que Jérémy ne trouve un moyen de matérialiser Aelita puis d'éliminer Xana, après quoi on pourra éteindre le supercalculateur et revenir à une vie normale. Moi aussi un jour, j'ai abandonné mes rêves d'adolescent pour devenir adulte. Vous êtes vraiment devenu adulte ? Ouais, je préfère pas en parler. Code Lyoko a été une petite révolution dans le paysage animé français de l'époque.
surtout parce que l'esthétique détonnait par rapport aux animés et cartoons qui étaient diffusés à côté. Même si on sent bien l'inspiration japonaise dans le profil des personnages ou le recyclage d'animation, il y a une petite touche bien française dans la caractérisation des personnages et l'enchaînement des dialogues. Et bien évidemment le mélange 2D 3D qui était assez peu commun dans les années 2000. De mémoire, la seule autre série que je peux citer et qui utilise le même procédé, c'est Galactic Football qui utilisait plus particulièrement du cel shading. Et malgré les reproches régulièrement faits à la série sur son scénario et ses animations, il faut l'admettre, répétitives, Code Lyoko reste la série coup de cœur de beaucoup de gamins des années 2000. Dans mon cas, c'est un des rares titres SF que j'apprécie et j'aime à croire qu'elle est la preuve qu'on peut faire tout aussi bien que les studios japonais ou américains. Mais comme dit plus tôt, l'histoire était assez différente dans le court-métrage par rapport à ce que nous connaissons. Alors, je vais essayer de reprendre quelques idées que j'ai pu glaner ça et là dans les informations de production du court-métrage et de la série, et m'en servir pour redesigner les 5 héros de Code Lyoko. Et attention, je vais spoiler pas mal de retournements de situation et de révélations dans toute la série. À nos marques, prêts, dessinons. Âgé de 13 ans au début de la série, Jérémy est plus ou moins le chef des Lyoko guerriers. Je dis plus ou moins parce que c'est lui qui a découvert puis rallumé le supercalculateur et ainsi réveillé Xana et Aelita. C'est lui qui mettra Ulrich, Odd et Yumi dans la confidence et les convaincra de lutter contre Xana en attendant de trouver le moyen de matérialiser Aelita. C'est également lui qui coordonne toutes les luttes sur Lyoko depuis le monde réel et lance le retour vers le passé après des activations de la tour. En effet, Jérémy n'est venu sur Lyoko que 3 fois. La première fois, il s'est retrouvé perdu dans une sorte d'entre-deux. La deuxième fois, il essayait de sauver ses amis d'une réalité virtuelle façon Matrix. Et la troisième fois, on a juste vu son retour et il refusera de retenter l'expérience. Meilleur élève du collège Kadik, il excelle dans toutes les matières scientifiques mais reste une bille en sport à son grand désarroi. Il ne manque cependant pas de logique, d'humour et reste déterminé quoi qu'il arrive. Il a également du mal à reconnaître ses erreurs, à se laisser du temps pour se reposer et semble parfois jaloux, voire possessif envers ses proches. Il est joué par Raphaël Bruno, qui joue également Odd. Mon cher Xana, si vous croyez m'impressionner avec vos microbes à 2 octets, vous vous fourrez le doigt dans la webcam. Si j'ai comparé Jérémy à un maître de jeu de rôle, c'est parce qu'il semble externe aux batailles de Lyoko, mais en fait, il a un point de vue très élargi et peut retourner la situation en quelques coups de clic. C'est pourquoi il n'aura toujours aucun avatar dans mon redesign. Un détail amusant à noter dans la série originale, c'est que les tenues des personnages, que ce soit sur Terre ou sur Lyoko, ont été changées à partir de la saison 4, un genre de redesign en interne. Et ça m'avait fait un peu rire à l'époque, parce que pendant longtemps, j'ai cru qu'elle s'était contentée de changer la couleur du pull de Jérémy. Ouais, j'ai mis du temps à remarquer son nouveau pantalon et ses nouvelles chaussures. J'ai d'ailleurs bien envie de reprendre ces 2 détails dans ma nouvelle version, ce qui me permettra de me concentrer sur le reste. Il aurait un soupul à manches longues sous un t-shirt à manches courtes, taché par les nombreux bricolages qu'il a fait entre 2 cours. En effet, mon Jérémy serait toujours un petit génie des sciences capable de manipuler un ordinateur quantique, mais il restera un amoureux des robots avant toute chose. D'ailleurs, celui qui tient dans ses mains est capable de danser sur 10 genres de musique différents. Même si j'aime bien sa petite mèche sur le front, je trouve sa coupe un peu trop sage pour le personnage. C'est pour ça que j'ai décidé de lui ébouriffer un peu les cheveux, ça lui donne un peu plus de caractère. Et dans son sac que je viens de lui ajouter, nous trouverons ses affaires de cours, 2-3 pièces détachées, quelques outils et son indémodable ordinateur portable connecté au supercalculateur. Côté personnalité, j'imaginais mon Jérémy un peu plus timide que ce qu'on avait pu observer dans la version originale. Passionné par les robots depuis des années, il est si souvent dans son univers qu'il en a développé des difficultés pour se sociabiliser avec les enfants de son âge. Pendant longtemps, il aura peu à aucun ami, jusqu'à entendre des rumeurs sur une usine désaffectée près du collège. Ce qui amènera à la découverte du supercalculateur, de Lyoko, des scanners, d'Aelita et de Xana. Au départ, il voudra protéger sa waifu virtuelle seul, même s'il n'ose pas venir la rejoindre sur Lyoko. Jusqu'au jour où 3 autres élèves de son bahut le rejoindront dans l'usine et décideront de gagner du temps en attendant que Jérémy n'arrive à matérialiser Aelita. La série serait alors l'occasion pour lui d'apprendre à se confier davantage aux autres et à comprendre que les liens humains sont plus complexes, mais plus nourrissants que les liens avec des robots. Scanner Jérémy. Du
haut de ses 13 ans, Ulrich est le premier à rejoindre Jérémy dans l'étude des scanners et le colocataire d'Odd. Fils unique, il voit peu ses parents qui semblent peu s'occuper de lui en dehors de ses résultats scolaires. En effet, bien qu'intelligent et capable d'improviser des stratégies efficaces sur Yoko, il est plutôt moyen à l'école et ça ne s'arrange pas avec les attaques de Xana. Il a un caractère plutôt renfermé, voire timide, et se met souvent sur la défensive quand il est énervé. Malgré ses défauts, il reste fidèle en amitié et est très assidu dans sa pratique du penchak silat. Son côté renfermé lui assure la cote auprès de beaucoup de filles du collège, mais touche parfois les mots typiques des années 2000. Le gag récurrent autour de lui reste néanmoins sa relation avec Yumi, puisque les scénaristes refusent de mettre ces deux-là officiellement en couple, malgré tous les signes visibles depuis la lune. Sur Yoko, il ressemble à un samouraï doté d'1 à 2 katanas numériques et a un don de super vitesse et de dédoublement appelé le triplicata. Il obtiendra également une moto volante appelée Overbike dans la saison 2. Il est joué par Marilyn Landewin, désolé si ça se prononce pas comme ça. Lui, c'est sur mon lit qu'il perd les siens. Bon, pas de quoi te faire une couverture. Ah ouais, tu crois, avec ce qu'il laisse, je suis sapée fourrure pour tout l'hiver. Ah, le beau gosse ténébreux que toutes les filles rêvent d'avoir, mais qui n'a Dieu que pour celle qui n'est pas comme les autres. C'est vraiment un archétype de fanfic des années 2000 qui aurait dû rester dans les années 2000. Donc, on va modifier un peu tout ça. Plutôt que de rester sur l'archétype du beau brun ténébreux de l'école, j'ai plutôt eu envie de partir sur ce que les anglophones appellent le chill dude. En gros, c'est le personnage qui a une attitude décontractée et semble ne pas se prendre la tête quelle que soit la situation. Et j'espère que mon Ulrich retranscrit assez bien ce type d'archétype dans sa posture et son expression. Comme on le voit souvent faire du sport dans la série, j'ai voulu m'inspirer des vestes de sportifs dans les écoles américaines, mais en un peu moins colorées. Pour sa forme sur Yoko, je suis partie sur une espèce de mélange entre sa tenue dans les premières saisons et celle dans la dernière, parce que je voulais illustrer ses problèmes de sérieux via sa tenue. J'espère essayer de trouver une bonne harmonie dans les couleurs, à défaut d'en avoir une dans la découpe. Comme dans Tron Legacy et Garage Kids, il aura un katana laser qui, en plus de pouvoir découper des trucs, pourra également envoyer des vagues de lumière tranchantes. Et les scientifiques qui me disent que la lumière ne peut pas affecter la matière, je rappelle qu'on parle d'ados qui se transportent tous les 3 jours dans un ordinateur pour combattre une IA maléfique et peuvent remonter le temps en 3 clics. Vos arguments sont invalides. Mais continuons. Dans Garage Kids, les héros conservaient leur pouvoir du monde virtuel sur Terre. Et je pense que si je réécrivais la série, je reprendrais aussi ce détail en un peu moins fort. En gros, elles auraient des versions atténuées de leur pouvoir, qui elles pourraient développer, mais resteraient tout de même moins puissants que sur Yoko. Dans le cas d'Ulrich, il ne pourrait pas se dédoubler sur Terre, mais il conserverait sa super vitesse. Je trouve que ça correspond assez bien à un sportif. Pour continuer sur sa personnalité, je l'imagine comme un gars qui prend tout à la légère pour ne pas faire face à ses propres insécurités. En conséquence, il a parfois du mal à prendre conscience des soucis d'autrui, ce qui le rend ridiculement maladroit. Au cours de la série, Ulrich apprendrait à affronter ses soucis et par là même à mieux aider ses amis avec les leurs. Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Roi des blagues foireuses et de la répartie cassante, Odd est un petit vantard qui s'intéresse assez peu aux matières qui ne concernent pas les arts, le sport ou les langues. Il est décrit et souvent montré comme intelligent, mais fainéant. Il a été le premier à se faire virtualiser sur Yoko pour sauver son chien Kiwi qu'il a réussi à cacher dans la chambre qu'il partage avec Ulrich. En tant que personnage comique, il est celui qui a le plus de défauts par rapport aux autres, sa vantardise, sa gloutonnerie, son immaturité et le reste. Mais également celui à qui on se confie le plus facilement et qui nous écoute sans nous juger. Il est également le dragueur de service, incapable de garder une relation sérieuse, malgré 2-3 tentatives dans certains épisodes. Sur Yoko, il ressemble à un homme chat violet et ses gants sont remplis de fléchettes qu'il peut tirer sur ses ennemis. Il avait aussi un don de prémonition un peu aléatoire dans la saison 1, mais le perdra dans les saisons suivantes. Dans la saison 2, il obtiendra un overboard moins rose bonbon que celui de Marty. Il est joué par Raphaël Bruno, qui joue également Jérémy. C'est la jungle ici, ne l'oubliez pas. Oh, ça, aucun risque. On a un babouin femelle et 2 macaques sous les yeux pour nous le rappeler. Malgré ses côtés insupportables, j'ai souvent l'impression qu'Odd est le genre de copain qu'on aurait tous bien eu envie d'avoir quand on était gosse. Mais il y aurait tout de même 2-3 trucs à changer, à commencer par cette espèce de cône tacheté sur son crâne.
Même si je suis moyennement fan du code, j'aime bien l'idée qu'Odd soit un fan de gel et de teinture. J'ai donc décidé de lui faire une coupe explosive, si on peut dire, ainsi qu'un gilet à capuche, des goggles et des chaussures à roulettes pour des raisons que j'expliquerai davantage dans la partie sur son caractère. Et bien évidemment, sa mèche violette pour le panache. Pour sa forme sur Lyoko, je suis peut-être partie un peu loin avec le côté homme-chat, mais j'en suis plutôt fière. J'ai juste décidé de modifier son arme parce que je me suis souvent dit que ces espèces de patounes arbalètes étaient chouettes mais sans plus. Alors j'ai eu l'idée de lui donner une sorte d'écharpe aux extrémités griffues qui lui permettrait de grimper facilement au mur. Et pour les attaques à distance, je lui ai mis une sorte de Mankiri Guzari laser dans les mains. Pour la culture, c'est une espèce de chaîne lestée qui permet de faire des attaques à distance sans nécessairement tuer son adversaire. En termes de caractère, j'imaginais bien Odd comme un excité fan d'adrénaline et de sport extrême. Skate, roller, escalade, soit l'élastique, ce que vous voulez. Comme mon Ulrich, il prendrait les choses avec humour et comme dans la série, il resterait un ventre à part vantard. Mais il serait néanmoins plus attentif aux sentiments des autres et plus apte à donner des conseils et consoler ses amis en cas de pépin. Son pouvoir de prémonition de la saison 1 resterait dans toute ma réécriture du scénario. Il resterait très imprévisible au départ, mais il apprendrait à déclencher ses visions à volonté au cours de la série. Transfert Odd. Scanner Odd. À 15 ans, Yumi est la plus âgée et la dernière à rejoindre la bande. Née au Japon, elle a grandi en France dans la culture de son pays natal et reste très fière de ses origines. Elle a un petit frère du nom d'Hiroki et ce tempérament de grande sœur la rend très protectrice envers ses amis. Elle a longtemps été la plus sceptique au sujet de Lyoko, pensant que sauvegarder Aelita ne valait peut-être pas la peine de mettre le monde en danger. Ça ne l'empêche pas de se lancer dans l'aventure et de tout faire pour aider son groupe. Parfois dure et sèche, elle n'en reste pas moins très douée pour comprendre les gens et a des capacités physiques plutôt impressionnantes. Comme dit plus tôt, elle a une relation compliquée avec Ulrich à cause des scénaristes qui refusent encore et toujours de les mettre officiellement ensemble malgré tous les signaux visibles depuis la Lune. Mais tu comprends pas. Si on met le couple principal ensemble avant la fin du dernier épisode, il y aura plus rien à raconter et les spectateuristes vont s'ennuyer. Et elle, y elle compte pour du beurre? Ok, j'ai rien dit. Sur Lyoko, Yumi ressemble à une geisha armée de 2 éventails de métal, ou laser, je sais jamais, qui peuvent revenir vers elle façon boomerang. Elle est également dotée d'un pouvoir de télékinésie qui l'épuise au fur et à mesure de son utilisation. Elle obtient également un véhicule volant appelé Overwing dans la saison 2. Elle est jouée par Géraldine Fripia. Si la structure informatique d'un cheveu est suffisante pour paramétrer le processus de matérialisation, alors où est-ce que ça cloche? J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour Yumi, à qui j'attribue souvent ma période fan de gothique quand j'avais 12-13 ans. Et non, je ne montrerai pas de photos. Je vais plutôt essayer de la rendre aussi cool que possible. Même si les 2 designs terrestres de Yumi sont déjà très élégants tels quels, j'ai une petite affection pour celui de la saison 4, ça doit être la découpe. Personnellement, j'ai eu envie de lui ajouter quelques détails simples, comme une boucle d'oreille, des barrettes, un bracelet et une ceinture un peu bancale. Elle est peut-être une jeune fille polie et bonne élève, mais ça ne lui retire pas sa personnalité pour autant. Quant à son apparence sur Lyoko, j'ai décidé de repartir sur le design de geisha qu'elle avait dans la saison 1. Mais j'ai eu envie de lui donner une coupe de cheveux un peu plus extravagante que son chignon, d'où les couettes teintées. Quant à ses éventails, j'avais dans l'idée qu'ils pourraient également lui servir à déclencher des bourrasques assez violentes pour balayer les monstres dans la mer numérique, ce qui éparpille les molécules de ton corps et ta conscience aux 4 coins du réseau et te tue définitivement. Et bien évidemment, elle conserverait sa télékinésie, qu'elle développerait pour pouvoir déplacer des corps lourds sans trop s'épuiser. Côté personnalité, j'avais en faire de Yumi celle qui veut absolument assumer le rôle de chef en sa qualité de grande sœur et d'aînée de la bande. Par conséquent, elle prend très à cœur tous les échecs du groupe, presque autant si ce n'est plus que Jérémy. Mais c'est à double tranchant car elle veut très souvent en faire trop en dépit de sa santé physique et ou mentale. Le but pour elle sera d'apprendre à déléguer et à faire davantage confiance à ses amis. Transfert Yumi. Scanner Yumi. Pendant les 2 premières saisons, Aelita sera à la fois le but des Lyoko guerriers et le grand mystère de l'histoire.
Au début de la série, elle se réveille amnésique dans une tour quand Jérémie rallume le supercalculateur. On pensera longtemps qu'elle est une IA qui, contrairement à Xana, a pu développer une conscience et des émotions propres qui la poussent à lutter pour protéger la Terre. On apprendra cependant qu'elle était bien humaine et que son père, Franz Hopper, était le créateur du supercalculateur, de Lyoko et de Xana. Pour échapper à ses ennemis, Hopper a décidé de se virtualiser avec Aelita en attendant que la situation s'arrange. Mais comme Xana était trop dangereux pour Lyoko et pour la Terre, Hopper a éteint l'ordinateur de l'intérieur, ce qui a plongé sa fille dans un sommeil profond et lui a effacé la mémoire. Elle passera donc presque 11 ans en tant qu'IA, jusqu'à ce que Jérémie n'arrive à trouver la clé de la matérialisation. Une fois incarnée sur Terre, elle se fera passer pour la cousine canadienne d'Odd et réapprendra à être humaine, jusqu'à se découvrir un talent de DJ. Au départ perdue dans le monde réel, elle s'adaptera vite et peu de personnes se douteront de ses véritables origines. Elle restera néanmoins naïve et un peu trop franche. Elle a également une sale manie de se mettre en danger, souvent avec l'intention d'aider tout le monde, ce qui rend les quêtes d'escorte jusqu'aux tours infectées souvent compliquées pour ses amis. Sur Lyoko, elle a l'apparence d'une elfe dont le seul pouvoir était au départ un don de création sous-utilisé, mais elle développera des champs de force en retrouvant ses souvenirs. Elle peut utiliser tous les véhicules, puis Jérémie lui codera un bracelet créateur d'ailes virtuelles. Elle est jouée par Sophie Landress. Pas d'air à respirer, aucune odeur, aucune chaleur, le monde réel me manque déjà. Un truc assez marrant à savoir, c'est que ni Aelita ni Xana n'existaient à l'époque de Garage Kids. C'est Antefilm qui a insisté pour avoir un personnage du monde virtuel, qui s'appelait Xanadu à l'époque, en plus de tous les autres changements demandés au cours de la production. Et malgré ce qu'a pu dire Thomas Romain à l'époque ou encore aujourd'hui, j'aime bien le personnage, au moins autant par son esthétique que par son caractère. C'est pour ça que j'ai envie de la remettre dans ma nouvelle version de la série. J'ai toujours trouvé bizarre qu'Aelita garde ses cheveux roses, même sur Terre, et qu'apparemment ce soit génétique, d'après ce qu'on peut voir de sa mère. J'ai plutôt eu envie de lui donner une teinte rousse qui s'éclaircirait sur Lyoko. Après tout, c'est rare, mais ça existe. Et même si j'aime bien les robes qu'elle a dans la série, j'ai préféré lui donner un pull à manches courtes, ainsi qu'un short pour qu'elle reste bien dynamique, sans avoir trop l'air garçon manqué. J'ai aussi voulu lui ajouter un serre-tête afin de l'iconiser un peu. Sur Lyoko, j'ai décidé de partir à fond dans l'esthétique elfe fait de la nature, d'où la présence d'ailes dans son dos. Enfin, elle avait effectivement des ailes dans la série, mais elles étaient toujours temporaires et elle les utilisait beaucoup trop peu pour aider à la situation. Je n'ai pas trop envie de lui laisser ses champs de force sur Lyoko, mais plutôt de développer son don de création. Elle pourrait matérialiser n'importe quoi à partir de rien et s'en servirait comme projectile, protection ou autre. Elle conserverait bien évidemment son pouvoir sur Terre, mais aurait besoin d'une base pour créer quelque chose, un peu comme une réaction alchimique. Côté histoire et personnalité, je suis moyennement fan de son origine humaine qu'on nous a révélée dans la saison 2. J'aurais préféré qu'elle reste une IA jusqu'au bout. Donc, si je devais réécrire la série, je ferais d'Aelita un projet de Franz Hopper développé alors qu'il était aux ordres du gouvernement. Il finit cependant par s'attacher à sa création, qu'il voit comme sa propre fille, et vend une IA moins complexe, mais tout aussi efficace, puis s'exile en France avec celle qui l'appelle désormais Aelita, ainsi que les bases d'un monde virtuel qu'il perfectionnera dans une usine désaffectée. Plus tard, Hopper transférera Aelita sur Lyoko, puis se virtualisera pour la rejoindre. Mais l'autre IA, maintenant appelée Xana, est devenue un virus semi-conscient déterminé à détruire l'humanité pour se venger de l'abandon de son créateur. Hopper mettra l'ordinateur en veille, ce qui les plongera dans un sommeil profond, tout en emprisonnant Xana dans la machine. Quand Jérémie rallumera le supercalculateur des années plus tard, Aelita se réveillera amnésique et la série pourra débuter. J'imagine la mouture du personnage un peu plus réservée que dans la version originale. Elle a certes développé des émotions, mais a encore du mal à les processer et a tendance à préférer observer les choses dans son coin, quitte à passer pour une nana glauque. Son but à long terme sera bien évidemment d'arrêter Xana une bonne fois pour toutes, mais également de récupérer ses souvenirs et de développer son humanité. Transfert Aelita. Scanner Aelita. Virtualisation. Tout d'abord, j'aimerais faire une dédicace rapide à codeyoko.fr.
un site rempli d'anecdotes et d'informations de production qui m'a beaucoup aidé pour mes recherches. Et cette fois, c'est disponible en anglais et en français, donc aucune excuse. Code Lyoko restera une des séries d'animation françaises les plus reconnues des années 2000, même outre-Manche et outre-Atlantique. Il en découlera des novélisations de certains épisodes, une série de 4 romans italiens post-saison 4, des jeux vidéo sur les consoles de l'époque, des fangames, 2 albums du groupe de la série Les Subdigitales, et surtout une série en partie live-action intitulée Code Lyoko et Evolution, et qui est à la série originale ce que les remakes live-action sont aux Disney originaux. Non, je n'en démordrai pas à ce sujet. Alors bien évidemment, la série a beaucoup de soucis d'écriture et d'animation qui ressemblent un peu trop à ceux qu'on retrouve dans les productions japonaises. Et je ne m'étonne pas que son postulat très répétitif rebute pas mal de gens encore aujourd'hui. Je demande encore pardon à toutes les personnes que j'ai traînées devant la télé à l'époque. Mais comparé aux séries sorties en parallèle, voire plus tard, la production ne s'était pas contentée d'appliquer une esthétique animée sans réfléchir davantage. L'inspiration est évidente, faudrait être aveugle pour la louper, mais il y a un petit je ne sais quoi, un détail qui hurle French Touch dans le style. J'ai du mal à mettre le doigt sur ce détail, mais je pense qu'il a suffisamment marqué pour qu'on le retrouve dans des séries comme Shuriken School, Wakfu ou encore Oban Star Racer, le projet que Thomas Romain a mené à terme après avoir lâché la production de Code Lyoko. D'ailleurs, ces 3 séries super cool, je recommande. Et j'espère que Code Lyoko, les projets qu'elle a inspirés et ceux qu'elle inspirera dans le futur continueront d'illuminer le paysage audiovisuel français. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou à suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger le dragon en partant. Trop tard. Run for your life! Suis-je programmé, animé par des codes ou ma volonté? Est-ce mon humanité, si elle te promet un monde sans danger?